Donc j'ai la chance de tourner aujourd'hui avec Bruno Decrypt qui fait à peu près 10 vidéos par mois. C'est assez simple, hein. Du bon sens, et du bon sens. Exactement. Ouais, je t'ai senti quand même de temps en temps partir un peu plus loin sur 2-3 questions. Ah, c'est impossible. Bonjour à toutes et à tous, on est ici aujourd'hui parce qu'en fait on a plein de petites interrogations, des gens qui nous ont posé des questions sur les réseaux ou directement en agence sur tous les nouveaux fluides et les A2L. Et en fait il y a plein d'idées reçues. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de commencer par répondre à quelques-unes de ces questions. On a essayé de pas les trier, on a essayé Sans filtre. sans filtre, juste de les mettre un peu dans l'ordre pour que ça ressemble à quelque chose. Vous nous direz à la fin de la vidéo et on verra. J'espère que ça va vous plaire et que ça vous sera utile. Bonjour, moi je suis David Seignoret, je suis directeur marketing chez Lefroy Pécomarque et ce que j'aime avant tout, c'est la technique et la réfrigération. Et moi, c'est Bruno Merzario. Donc moi, je suis responsable formation technique en interne. Je suis très curieux de tout. On a une première question de Sophie à Nancy qui introduit parfaitement cette vidéo et qui nous demande « Mais qu'est-ce que sont les A2L ?» Les A2L, en fait, c'est assez simple, hein, c'est ce qui nous concerne et c'est ce qui va nous concerner dans les années à venir. Jusqu'à maintenant, dans nos installations frigorifiques, on utilisait des fluides plutôt classiques, classés A1. Ils étaient pratiques, ils étaient non inflammables, ils étaient non toxiques, faciles à travailler. Et aujourd'hui, clairement, avec la F-Gas qui arrive, on n'a pas le choix. On doit utiliser des fluides de plus en plus propres. Donc ça, c'est la première des bonnes nouvelles. Ils polluent de moins en moins. On est d'accord? Par contre, ils sont devenus légèrement inflammables. Et c'est là où je crois qu'il y a un peu de confusion. Ils ne sont pas complètement inflammables. On n'est pas en train de parler des fluides A3 comme le R290 et le R600. Ça reste des fluides légèrement inflammables. Donc il va falloir qu'on fasse un peu attention quand on les manipule. Mais ça ne va pas nous changer grand-chose au quotidien non plus. On va essayer de développer sur quelques exemples concrets. En parlant d'exemples concrets, Renato à Vesoul nous demande comment est-ce qu'on réalise une analyse de risque. L'analyse de risque, c'est ton truc, ça, non? Analyse de risque, déjà, le premier point qu'il faut préciser, c'est que toutes les installations doivent avoir une analyse de risque. Donc que ce soit une installation avec des anciens fluides ou des nouveaux fluides, l'analyse de risque est obligatoire de par le N378, ce qui encadre notre profession. L'analyse de risque, il faut un petit peu démystifier ce terme qui a l'air un petit peu déjà dangereux. Une analyse de risque, à la base, c'est du bon sens. C'est arriver à identifier les risques et d'arriver à faire une cotation du risque selon deux critères. Le premier critère, c'est la fréquence. Est-ce qu'il y a des chances que ce risque arrive plusieurs fois dans la durée de vie de l'installation? Et là, on va classer de 1 à 5. 1, jamais. 5, de manière très fréquente. La deuxième chose qu'on va coter, c'est la gravité. Et on va coter des gravités sur 3 axes. Axe environnemental, est-ce que c'est dangereux pour l'environnement? Est-ce que c'est dangereux pour les biens? Est-ce que c'est dangereux pour les personnes? Et en fonction de ça, on va avoir une addition. On va avoir des risques qui vont être classés en modéré, acceptable ou trop important. Et l'analyse des risques, c'est déjà je quantifie mes risques, je vois où est-ce que je peux avoir des problèmes. Une tuyauterie qui va passer à côté d'un sas de chargement où je peux avoir un dégât de transport, une voiture qui recule, une camionnette qui recule dans un tuyau, ou une brasure qui est mal faite, à un endroit un petit peu délicat. Ça, c'est le premier point. Et en fonction de ça, dans cette cotation, on va avoir ces 3 critères et je vais appliquer des actions correctrices au moment de ces risques qui sont importants pour faire diminuer leur notation. En gros, si je ne peux pas déplacer mon groupe et qu'il y a un risque qu'une camionnette recule, je mets une barrière autour. Exactement. Ça, c'est prendre une décision pour diminuer l'occurrence que ce risque arrive. C'est ça. Alors, cette analyse de risque, elle n'est pas nouvelle. Tout le monde la découvre en fait depuis quelques temps, depuis un an ou deux. On l'amplifie. Mais en fait, je devais déjà le faire avant avec les anciens fluides. Vous avez toutes les informations du coup dans l'Entalpie numéro 2, mais il y a un truc qu'on ne prenait pas en compte avant, c'est qu'avec ces nouveaux fluides A2L qui sont légèrement inflammables, on rajoute en fait une interrogation dans notre analyse de risque. C'est en cas de fuite sur mon installation frigorifique, est-ce que cette quantité de fluide qui sort de mon installation peut devenir dangereuse, peut s'enflammer, peut éventuellement mettre le feu au bâtiment?
Et c'est juste une question supplémentaire parmi toutes les autres questions que vous posez déjà. C'est qu'aujourd'hui, cette analyse de risque, ces questions que tout le monde se pose dans sa tête, en fait, il faut l'écrire. À chaque fois que vous finissez votre chantier, que vous remettez vos DOE à votre client, écrivez noir sur blanc que vous avez pris en compte tel ou tel risque et que vous avez pris telle ou telle décision pour y remédier. Et il y a beaucoup de choses dans l'analyse de risque qui restent très simples et très basiques. C'est déjà la signalisation. Poser des étiquettes sur des installations pour dire qu'il y a du fluide inflammable, pour dire que sur une chambre froide, il ne faut pas qu'il y ait plus de X personnes dans la chambre froide. C'est des choses qui sont relativement simples, basiques, qui ne demandent pas énormément d'investissement, mais qui vont faire un maximum de prévention et de préformation au niveau des personnes qui vont intervenir sur les installations, des techniciens ou des utilisateurs qui vont venir récupérer du matériel dans une chambre froide ou qui vont passer à proximité dans un laboratoire, qui vont travailler dans un laboratoire ou dans un sas dans une anthropologistique. Vous évoquez les sécurités additionnelles pour les fluides A2L. On parle de 2 sécurités, mais quelles sont-elles ? Alors là, on commence à rentrer dans un point précis de l'analyse de risque globale. Il faut déjà reculer un petit peu et prendre un petit peu de recul par rapport à l'installation. Déjà, l'installation de par le N378, on vient classifier l'installation. Est-ce que c'est des accès généraux, accès surveillés, ou également, quel est l'emplacement du système frigorifique? Est-ce que la charge de fluide est principalement à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur du bâtiment? Est-ce qu'il y a une communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure? Ça déjà, c'est le premier point. En fonction de ça, ça va déterminer par des calculs, et ça c'est complètement réglementaire, on va déterminer une charge de réfrigérant admissible. Exactement. Cette charge, clairement, c'est la quantité de fluide à partir de laquelle ça va devenir dangereux en fonction d'un certain volume. Imaginez que vous êtes dans une petite chambre froide avec une grosse quantité de gaz. On comprend qu'avec une petite étincelle, ça peut être dangereux. C'est cette quantité en fait que l'EN 378 finalement nous permet de calculer. Alors, l'inconvénient, c'est que dans des petites chambres froides, pour enlever tous les apports, tous les apports à travers les parois, à travers les ouvertures de portes, bien souvent, j'ai besoin de beaucoup plus de fluide que ce premier calcul en fait m'autorise. Et c'est là où on arrive sur ce que Tom nous demande, c'est-à-dire une première sécurité supplémentaire et une deuxième sécurité derrière, qui en fait va nous permettre d'avoir une quantité de fluide frigorigène dans notre installation beaucoup plus importante et qui finalement vont permettre d'avoir suffisamment, non pas de production de froid, parce qu'on ne produit pas du froid, mais en tout cas suffisamment de puissance pour enlever toutes les calories dans ma pièce. Et après, sur les niveaux de sécurité, il y a différents niveaux de sécurité. Le niveau 1, le plus simple et le plus basique, ça sera déjà d'installer un détecteur de poste fixe. D'ailleurs, c'est même pas le plus simple, c'est le seul. C'est le premier. C'est le premier niveau. Détecteur de fuite, tu vas le mettre en règle générale dans ta chambre froide, d'accord ? Parce que c'est souvent la plus petite, c'est le plus petit volume en fait de ton installation, et clairement, c'est là où tu as le plus de risques. Maintenant, ce détecteur de fuite, si tu te contentes de le mettre sans le lier à un autre équipement, il n'y a pas trop d'intérêt. Bien évidemment, il faut qu'il te fasse du bruit et de la lumière pour prévenir les gens autour. Mais l'idée, c'est surtout de venir travailler une deuxième sécurité complémentaire. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième sécu ? Extraction, un extracteur d'air qu'on peut coupler dans la chambre froide de manière à ce que s'il y a une fuite, on vient engager un extracteur de manière à changer l'air, extraire la partie de réfrigérant, la fuite de réfrigérant à l'extérieur de la chambre froide. Moins de taux de concentration. Moins de taux de concentration pour faire diminuer le taux de concentration. La deuxième chose également, chez les frigoristes qui vont comprendre très facilement, c'est des électrovannes d'isolement qu'on peut avoir à l'extérieur de la chambre froide. Clairement, en fait, l'idée avec ce système de double électrovanne, c'est ce dont on parle le plus en ce moment, c'est les retours qu'on a sur le terrain, c'est qu'en cas de fuite, au lieu de perdre 100% de la charge frigorifique, on va perdre qu'une partie. Alors, on n'est pas capable de savoir si on va perdre 30-40%, mais il y a une fuite, les deux électrovannes se ferment, il restera une partie côté groupe de condensation, une partie dans l'évaporateur dans la chambre froide, et on comprend facilement qu'on ne va pas tout perdre et donc on va limiter ce taux de concentration qui pourrait devenir dangereux. Exactement. On a une question de Mathieu, technicien dans le Pas-de-Calais, qui nous demande si c'est possible de braser avec les A2L.
Oui, absolument aucun problème. On peut braser, on peut faire des raccords flards, on peut sertir. Il n'y a pas de problématique particulière par rapport au fluide A2L. Dans l'analyse des risques, est-ce qu'à un moment donné, il faudra mieux braser? Est-ce qu'il faudra mieux visser? Est-ce qu'il y a de la vibration importante sur une canalisation? Est-ce qu'il faut mettre de la glue, de la Loctite pour citer une marque, bon, ok, de la Loctite ou une autre pâte, pour faire en sorte d'avoir un serrage mécanique un petit peu plus important. Ça, c'est des points qui vont être couverts par l'analyse des risques. Si on revient sur les A2L, on a une question d'Yvon, frigoriste en Guadeloupe, qui demande si c'est judicieux d'utiliser un ventilateur ATEX sur une installation A2L. Non. Alors, je pense que Yvon peut peut-être confondre deux choses. Je pense qu'Yvon, tu as dû entendre parler effectivement de ces ventilateurs que tu vas poser au sol quand tu interviens sur une installation avec du fluide frigo, mais ce serait plutôt pour les fluides type A3. Alors les fluides A3, le chiffre 3, en fait, ça veut dire que les fluides sont extrêmement inflammables. On a le R290 ou le R600 qui font partie de... Le R290, c'est le propane pour les non-initiés. Et R600, ça sera le butane. Voilà. Et ça, effectivement, quand tu interviens sur ce genre d'installation, oui, c'est fortement conseillé de poser un petit ventilateur, pas nécessairement ATEX, mais obligatoirement anti-étincelle, d'accord, pour pouvoir en fait balayer le fluide qui risquerait de stagner, parce que malheureusement, des fois, tu as des petites microfuites autour de tes flexibles, et ça pourrait devenir dangereux parce que là, ce sont des fluides vraiment inflammables. Donc ATEX, pas obligatoire. Ça peut être conseillé, mais c'est pas obligatoire. On a l'obligation d'utiliser l'outillage ATEX dans des zones ATEX. C'est très très rare que des emplacements frigorifiques soient dans des zones ATEX. Si c'est le cas, dans ce cas-là, il le faut. Mais la plupart du temps, on ne sera pas dans une zone ATEX. Donc on n'est pas obligé d'avoir un outillage ATEX. Juste un outillage anti-étincelle. Que ce soit sur la pompe à vide, la station de récup, que ce soit sur d'autres composants un petit peu électriques, des ventilateurs distracteurs, effectivement. Dans ce cas-là, anti-étincelle, ça suffit largement. Après, qui peut le plus, qui peut le moins. Exactement. Il y a du bon sens. Yvon nous fait désormais part d'un cas concret. Des panneaux évaporateurs installés en toiture avec une hauteur maximum de 5 mètres et un circuit frigorifique à 7,50 mètres. Pour ce type d'installation, quels sont les dispositifs à prévoir ? Extincteur, détecteur hydrocarbures, ventilateur extracteur installé au sol? Ok, alors première chose déjà, on va démystifier le propane. Hydrocarbures, ça sera plus du propane. Le propane, de par la réglementation européenne, à l'instant T où on vous parle, est interdit sur des systèmes à distance. Qu'est-ce qu'on appelle un système à distance? C'est un groupe de condensation qui est placé à l'extérieur d'un bâtiment et un évaporateur ou des multiples évaporateurs posés dans différentes chambres froides ou laboratoires. Dans ce cas-là, le propane est interdit. On n'a pas le droit d'utiliser du propane dans ce type d'application. Le propane, on va le retrouver principalement dans deux autres applications. Ça peut être des monoblocs, et dans ça, on aura un monobloc de chambre froide, soit un groupe à cheval, soit un plafonnier, ou sur des chillers. Mais dans ce cas-là, sur un chiller, c'est relativement simple, parce que 100% de la charge, elle sera à l'extérieur du bâtiment. Donc, il n'y a pas de calcul de charge, parce que la charge est illimitée sur ce type d'application, puisque s'il y a une fuite, elle est à l'air libre, et à l'air libre, aucun risque pour les personnes, pour les biens ou pour l'environnement. Donc en gros, là, si on reprend l'exemple d'Yvon, je pense qu'on sera plutôt sur un fluide type A2L, un R454C, R455A, qui sont les fluides aujourd'hui qu'on utilise. Mais ou du R32 dans un de réfrigération sur un système DRV, parce que ça peut prendre dans les mêmes applications, ou du multisplit. Par contre, tu n'as pas forcément besoin de tout ce que tu viens de me dire. Un extincteur, non, il n'y en a pas besoin si tu interviens sur ce type de fluide. Détecteur hydrocarbures, donc là, ça sera... Dans ce cas-là, sur ce type d'application, on revient exactement à ce qu'on disait avant, c'est où est placé le système frigorifique, quelle est sa classification, quelle est sa catégorie d'accès du bâtiment. En fonction de ça, on a un calcul de charge maxi. En fonction de ça, on a des volumes dans l'installation, petite chambre froide, grande chambre froide, un couloir, un bureau de maintenance, etc. Qui fait qu'on revient exactement dans le calcul de base. J'identifie mon plus petit volume, je regarde si ma quantité de charge maxi elle est en adéquation avec mon plus petit volume. Si c'est pas le cas, on rajoute des niveaux de sécurité, un avec un détecteur, deuxième niveau de sécurité avec, comme on vous a dit, un ventilateur d'extracteur ou des électrodes d'isolement. Et donc un détecteur de fuite compatible A2M, bien par sûr. hydrocarbures. Voilà, les détecteurs de fuite sont un peu spécifiques par réfrigérant. On peut avoir sur du CO2, on peut avoir sur de l'HFC, on peut avoir sur des A2L. Avec même certains cas, une différence d'A2L, on peut avoir un détecteur spécifique sur ce qu'on appelle la famille des 1234, YF,
ou sinon quelque chose qui est un peu plus A2L sur la partie R32, également, il y en a certains spécifiques R32 ou R454C, 455A. En fonction des fabricants, on peut avoir une différenciation du détecteur de poste fixe, parce que là, on va calculer c'est un détecteur en ppm, particules par million, sur lequel leur taux de sensibilité peut être différent en fonction des réfrigérants. Vous parlez de R290 et de R600A, mais selon la réglementation, la formation semble indispensable pour ces fluides. Qu'en est-il ? Alors c'est compliqué parce qu'à l'instant T, en fait, il n'y a pas vraiment d'obligation. La formation, elle est fortement conseillée parce que c'est quand même des fluides qui sont très inflammables. Et pour le coup, si on s'y prend mal, on peut vite se faire très très mal, voire pire. Par contre, si on regarde sur un volet purement ADC, attestation de capacité, actuellement, ces fluides, R290 propane ou R600 butane, sont exclus de la formation ADC actuelle. C'est pour ça qu'on passe par une formation externe pour la sécurité des frigoristes et des techniciens qui interviennent sur ce type d'installation. À côté de ça, de par la nouvelle réglementation F-Gaz qui est sortie maintenant il y a un peu plus d'un an, il y a eu un volet certification qui est en train d'évoluer, qui va être effectif au 1er janvier 2027, qu'on vous a remis dans l'enthalpie numéro 1. Dans ce cas-là, on va avoir un tronc commun sur des fluides relativement classiques, standards, et après, il y aura des modules complémentaires obligatoires à passer pour de l'ammoniac, pour du CO2 et pour les fluides hydrocarbures, R290 ou R600. Donc, ça sera un volet supplémentaire qu'il faudra activer en fonction de vos centres d'intérêt et des installations que vous pouvez rencontrer dans vos différentes entreprises. On a une question de Martin à Toulouse qui nous demande quelle est la bonne marche à suivre pour le SAV des installations au R290. Sans avoir de formation obligatoire, vous avez compris que donc R290, R600, c'est extrêmement inflammable. Quand vous devez changer un compresseur, par exemple, parce que c'est souvent ça qu'on change sur des meubles autonomes ou sur des gros frigos, tout simplement, faites attention, on ne débrase pas, d'accord ? Parce que si vous commencez à débraser et qu'il reste un peu de vapeur à l'intérieur du circuit, clairement ça va s'enflammer directement. Donc la première des choses, c'est ce que tu voulais dire, je pense. La première des choses, la chose la plus facile à voir déjà, c'est quel est le fluide à l'intérieur de l'installation. Quand on arrive sur une installation, on a toujours tous fait du dépannage. Quand on arrive sur une installation, déjà, principalement, on ne connaît pas la force de l'installation. Donc déjà, la première chose à voir, c'est un impact visuel. Sur tous les compresseurs R290, il y a un logo jaune qui est obligatoire et qui est apposé sur la cloche du compresseur. Déjà, utilisez dans un premier temps le chalumeau, on le laisse dans la camionnette. On arrive déjà et on fait un pré-diagnostic dans un premier temps visuel. On essaie de chercher une plaque signalétique. On essaie de regarder visuellement le compresseur. Est-ce que j'ai un petit logo jaune dessus? Logo jaune égale inflammable. Inflammable, je ne sors pas mon chalumeau. Ça, c'est la règle de base pour toutes les personnes qui veulent intervenir en sécurité sur les installations. Du coup, je fais comment pour vider mon install? Déjà, la première chose, c'est un raccord d'intervention. Parce que la plupart du temps, sur ces petits systèmes, comme c'est des systèmes sur lesquels le moindre euro gagné est important pour tous ces fabricants, il n'y a souvent pas une prise de Schrader pour déjà pouvoir poser à main. Donc déjà, la première chose à faire, raccord d'intervention que je vais poser sur mon installation. Les vannes autoperforantes que vannes autoperforantes classiques. Derrière, j'évacue ma charge avec un flexible, des flexibles plutôt longs parce que c'est pas des fluides qu'on peut récupérer, qu'on doit récupérer. C'est des fluides qui sont pas nocifs pour l'environnement, donc on peut les laisser à l'extérieur. Par contre, il faut le mettre dans une pièce qui va pouvoir accepter les 150 grammes sur les schémas actuels ou demain sur des 500 grammes parce qu'avec le propane, on pourra monter jusqu'à 500 grammes de réfrigérant. Donc c'est l'évacuer à l'air libre le plus loin possible dans un grand volume pour avoir justement un niveau de concentration pas dangereux pour les personnes autour. C'est là d'ailleurs qu'intervient le petit ventilateur qu'on conseillait à Yvon tout à l'heure. Exactement. Pour bien balayer en fait toute la pièce et aider éventuellement les différentes vapeurs à partir le plus loin possible. Ventilateur qualifié. Ces fluides sont des fluides naturels. C'est pour ça qu'on ne les récupère pas et qu'on a le droit de dégazer à l'extérieur. Exactement. Ça ne pollue pas. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, une fois que j'ai posé mon mano, j'ai dégazé, on va faire deux choses. La première chose, c'est déjà de tirer au vide. Parce qu'il y a toujours un petit peu du fluide qui peut rester dans l'huile, dans les chignons du moteur. Il peut y avoir un petit peu des vapeurs qui sont à cet endroit-là, qui peuvent être dangereuses. Donc déjà, on fait un premier tirage au vide. C'est des petits systèmes, donc ça va relativement vite. En fait, il faut comprendre que ces fluides en fait sont extrêmement miscibles avec l'huile de nos systèmes frigorifiques. Ce qui nous arrange, parce qu'on arrive à lubrifier les pistons correctement. Par contre, très clairement, même quand vous avez vidé toute la tuyauterie,
il reste encore des particules à l'intérieur de l'huile. Donc on ne débrase surtout jamais. D'accord ? On tire au vide, on va éliminer un maximum de fluide piégé dans l'huile. D'accord ? Idéalement, on peut inerter en mettant un peu d'azote dans le circuit. Et derrière, on va découper en fait les tuyauteries pour qu'on puisse démonter le compresseur. Souvent, ces petits systèmes, on les trouve dans des endroits où la flamme est interdite. Et on a vu quelques techniciens, pour en avoir discuté lors de journées portes ouvertes ou des gens qui passent sur les comptoirs. Quand c'est des petits systèmes, sur une machine à glaçons, sur une vitrine, une petite vitrine bien sûr, une armoire, très souvent les gars, les hommes et les femmes qui interviennent sur ce type de système peuvent sortir l'installation. Comme c'est sur de 230 volts, très souvent on débranche la prise, on prend un diable, on l'amène à l'extérieur, on travaille en totale sécurité. On met déjà à l'abri toutes les personnes qui travaillent autour, dans un restaurant, dans une cafétéria, dans un bar où il y a ce type de fluide. Déjà, si je peux prendre mon système, le mettre à l'extérieur ou l'amener à mon atelier pour repérer, déjà on a gagné. Par contre, la chose qui est le plus souvent oubliée et qui est contraire à l'EN 378 et contraire à ce type de réglementation, c'est que un raccord d'intervention, il n'est pas hermétiquement scellé. Donc ça, j'ai pas le droit de laisser sur une installation. Là, tu es en train de me parler de ma petite queue de charge avec mon Ma petite queue de charge. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'interviens sur mon système, je viens changer mon compresseur, ma queue de charge, je suis obligé actuelle comme ça, je suis obligé de l'éliminer. Je suis obligé de partir sur un système qui soit complètement hermétique de manière à prévenir une autre fuite. Parce que la raccord d'intervention, on sait que ça reste un petit peu fragile sur du long terme avec les vibrations, avec la dilatation, avec les températures qui peuvent bouger, aussi bien températures positives, négatives, très haut niveau du refoulement. On peut avoir des raccords qui bougent un petit peu et on va perdre du réfrigérant. Et malheureusement, quand c'est inflammable, ça peut faire des caisses avec du propane, ça peut faire un peu des poches qui peuvent s'enflammer. Donc, j'interviens, je change mon compresseur, j'élimine mon raccord d'intervention. Et dans ce cas-là, si je suis censé, parce que c'est des contrats de maintenance que j'ai sur certaines machines ou dans certains endroits, je viens laisser un raccord d'intervention en fixe qui fait que la prochaine personne qui va arriver sur place, elle aura au moins un raccord d'intervention et elle sera encore plus en sécurité que c'est le cas actuellement. La hantise de tout le monde, nous en tant que distributeurs, les fabricants ou que ce soit également les patrons d'entreprise, les responsables de maintenance, ce qu'on veut tous, c'est que les techniciens ils rentrent en vie le soir, qu'ils ne sont pas blessés, qu'ils ont tous une intégrité physique. Donc dans toute la chaîne de la distribution de ce type de solution, on est là pour faire en sorte que tout le monde travaille en sécurité et c'est hyper important. Du bon sens et du bon sens. Exactement. En parlant de bon sens, selon vous, comment identifier un problème de charge sur ce type d'équipement ? À ce jour, Mathieu les considère souvent comme des équipements jetables. Qu'en pensez-vous ? Ok. Alors là, c'est-à-dire que dans cette configuration, on parle toujours des petits systèmes avec du R290 ou du R600. Non, c'est pas jetable. On est des frigoristes, on est des gens qui manipulent du fluide, on est des personnes qui connaissent la technicité pour intervenir sur ce type d'installation, donc il n'y a pas un système qui n'est pas réparable. On a un problème de charge. Oui, bon déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de froid. S'il n'y a pas de froid, effectivement, il faut déjà identifier la panne, parce que quand on va changer, on va réparer, il faut déjà au moins être sûr d'avoir éliminé la panne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de problème sur le niveau de la charge sur ce type de système ? En fait, le problème, il est assez simple. Pour déterminer si tu as un problème de charge sur ton installation, il faut déjà que tu mettes ton raccord d'intervention et pour voir ce qui sort de ton système. Si effectivement tu n'as plus rien qui sort, qui va avec ton petit flexi par la fenêtre, rappelle-toi tout à l'heure, c'est que tu as une fuite quelque part et il faut quand même identifier cette fuite. Exactement. Maintenant, si quand tu fais ça, il y a encore du fluide qui sort, c'est que ta panne peut venir d'ailleurs. Ça peut être ton compresseur qui a pris un coup, ça peut être aussi ton thermostat qui déconne, il y a plein de petites choses. Voilà à peu près, donc ça reste quand même des choses qui sont très très simples. Donc 1, diagnostic, 2, réparabilité, et 3, si jamais CHS et que le coût est supérieur, recyclabilité, parce que là on est quand même dans une économie un petit peu circulaire, où il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se recycler et se réparer. Il y a plein de petites associations locales qui existent pour ça. Exactement. Profitez-en, on fait un peu de pub. Vous avez parlé de réfrigération. Dominique souhaite évoquer celui de la pompe à chaleur. Est-ce qu'il existe une charge maximale dans le résidentiel pour les installations type multisplit ? Oui, tu as en fait un calcul qui est toujours basé sur le N378 qui
ressemble aux chambres froides. C'est simplement que sur les installations, en fait, dans le N378, ils ont déterminé 2 types d'installations. Une installation type confort, et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et nous, les installations dont on parlait jusqu'à maintenant, c'était dans la catégorie autre. Et en fait, ils ont créé 2 formules différentes. Voilà. Donc cette formule, si tu veux la prendre par cœur, tu peux aller la chercher sur l'Enthalpie numéro 2. Il y a assez peu d'intérêt. Par contre, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, sur une installation, un multisplit ou un monosplit, il y a une notion en fait de hauteur qui va rentrer en compte dans cette formule. Mais tu sais quoi, tu vas prendre page numéro 4, tu vas regarder, et par exemple, une installation OR32, je le fais, pour une pièce de 40 mètres carrés, tu vas avoir le droit avec une hauteur de 1,80 m à 6,5 kg de fluide. Après, Pourquoi ? J'ai pas besoin de calculer. non. Par contre, Après, il y a 2 types d'applications aussi. voilà. C'est-à-dire qu'il y a 2 types d'applications. Il y a le multisplit, on va trouver dans différentes applications. Ça peut être l'application résidentielle, dans votre appartement, dans votre maison, où vous allez avoir plusieurs chambres, des pièces à vivre, ou sur lesquelles vous voulez avoir un système de pack RR. On parle de plus en plus de pack RR et non pas de climatisation. Et après, vous pouvez avoir des choses qui sont dans des bureaux, où là, vous allez recevoir du public potentiellement, et là, ça mène à un niveau différent. Donc autant sur tout ce qui est classification par rapport à des ERP, par rapport à ce type-là, on va être sur des calculs de charges différents, sur des parties après résidentielles, même chose. C'est du bon sens, quelles sont les charges maxi en fonction des pièces, des différentes pièces, et en fonction de ça, on peut appliquer des choses complètement différentes. Sachant sur la climatisation, ce qui est en train de sortir également sur des applications où on voit le propane arriver sur des applications résidentielles, il y a des détecteurs de postes fixes majoritairement installés dans les unités intérieures, qui veut dire que ça peut déjà au moins prévenir avec ce type d'électrovanne, où ils ont déjà intégré un maximum de choses, parce que le gros de la climatisation il est vendu en résidentiel, et en résidentiel du coup on est un petit peu sur des canaux différents par rapport à ce volet réglementaire. Par contre, c'est le même état d'esprit. Tu as un détecteur de fuite qui est déjà intégré dans cette unité intérieure, Exactement. et un système d'électronique qui va se fermer en cas de fuite. Mais en tout Exactement. cas, l'état d'esprit est identique. Oui, il y a une charge maximum et il faut la surveiller. Exactement. Dernière question concernant cette fois-ci les chauffe-eau thermodynamiques. Dans une laverie, par exemple, quels sont les prérequis pour ce type d'installation ? Alors après, Par contre, je c'est suis la pas un pièce. spécialiste en laverie. Est-ce qu'il y a une spécificité ou pas due aux particules ? Là, il faut aller se renseigner. Non, je ne mais sais pas. on revient toujours à la même question de base. La question de base, c'est où est installé le chauffe-eau thermodynamique, et est-ce qu'il y a un risque de fuite, et s'il y a un risque de fuite, quel est le volume dans lequel il y a le ballon. Est-ce que dans les schémas actuels où on a un ballon électrique d'eau chaude, si on pense tout ça, ce qu'on a peut avoir dans nos appartements, nos maisons, très souvent il y a quelque chose comme c'est moche qu'on va venir mettre dans un tout petit placard. Voilà, là c'est ça, un chauffe-eau thermodynamique dans une laverie. Si on est dans un tout petit placard avec du propane et qu'il y a une fuite, forcément ça va pas marcher. Parce que s'il y a une fuite, on va avoir un taux de concentration beaucoup trop important au niveau de mon volume, et donc du coup je peux avoir un problème. Donc c'est la même chose. Oui, je peux l'installer, mais par contre je fais attention que j'ai une aération qui soit en adéquation avec la charge. 150 grammes très souvent là-dessus, peut-être on va monter un petit peu au-dessus même maintenant, mais voilà, on reste dans exactement le même schéma, le même process. Où est mon système frigorifique, dans quel volume il va être, et quel est mon taux de concentration par rapport à ça. Et dans ce cas-là, on trouve une solution thermodynamique en adéquation avec ces contraintes. Dernière question, et pas des moindres, qui est le plus à l'aise en vidéo ? Bruno ou David ? Alors là, c'est une question piège. Ouais, Dans la mesure où j'ai la chance de tourner aujourd'hui avec Bruno Decrypt, qui fait à peu près 10 vidéos par mois, on va dire que c'est Bruno. Ouais, je t'ai senti quand même de temps en temps partir un peu plus loin sur 2-3 questions. Tu sais, quand ça sent un petit peu l'anguille, hop, on s'enfile dedans et on n'arrive plus à s'arrêter. C'est ça. Non, mais je crois qu'en fait, on s'en fiche. L'important, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on essaye de passer comme info. Et puis, ce que vous voyez pas, en fait, c'est les personnes qui sont autour de toutes les caméras et qui se marrent bien depuis tout à l'heure. Donc, on arrive à passer aussi des bons moments grâce à tout ça. Voilà, on reste des passionnés par nos métiers, qui avons envie de transmettre. Donc si de par cette courte vidéo, on a réussi à vous donner un petit peu plus d'être un peu plus à l'aise sur ce type, au moins sur le process général, pour décrypter un peu plus ces installations. Dans ce cas-là, on a rempli notre mission, et dans ce cas-là, on est tous les deux à l'aise derrière la vidéo. Ouais. C'est à peu près ça. Et puis profitez-en, si ça vous a plu, posez-nous d'autres questions. Ouais. Nous, C'est la première fois qu'on fait ce type de format, mais on est hyper ouvert pour en faire
pour en faire plus parce que on est au plus contact, on est au contact de vous et nous c'est ce qui nous plaît. Ah ouais, et puis alors là, on fait signe derrière la caméra. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Putain, j'ai toujours rêvé de faire ça. Attends, comme j'en ai télévisé, tu vois. Tu coupes la caméra, t'enlèves. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je voyais Patrick Favre d'avant, j'ai toujours ça, c'est où Pierre Chazal. Oui, voilà, on est là.